Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réalistes à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et pour la lecture de saint Thomas d'Aquin. Nous sommes dans les leçons de philosophie du travail et je voudrais aborder dans cette leçon ce qu'on appelle les arts majeurs, ce qu'on appelle classiquement les arts majeurs, puisque cette distinction portant sur les 7 arts, elle date en fait de l'époque des Grecs antiques. Ils ont donc fixé une liste d'arts qui sont un petit peu comme le grand panier qui contient lui-même ce qu'ils appelaient des arts mineurs, mais qui en fait pouvaient être rangés sous ces diverses catégories. Alors je vais d'abord les citer, et évidemment en reprenant la manière dont historiquement ils sont apparus. Il est évident que pour les Grecs antiques, il n'y a pas de cinéma, c'est clair. Par contre, tout ce qui est resté jusqu'à l'époque contemporaine, avant qu'on invente des nouvelles techniques pour inventer des arts dont on verra tout à l'heure si on peut les considérer comme des arts majeurs, donc tout ce qui est naturel, tout ce qui est produit avec peu d'outils, eh bien ça faisait partie de leur art. Et d'abord, je voudrais citer des arts qui font appel à ce qu'on appelle les sensibles propres. Les sensibles propres, ça veut dire une sensation particulière qui n'a rapport qu'avec un seul sens. Par exemple, la couleur n'est pas entendue, elle est insensible propre au sens de la vue. Et donc, évidemment, sous ce rapport-là, il y a 3 arts majeurs qui sont la peinture, la musique et la sculpture. La peinture possède comme sensible propre la couleur, puis la lumière. La musique possède comme sensible propre le son. Et la sculpture, comme sensible propre, quelque chose que seul le toucher peut atteindre, le glabre, la texture d'un marbre par exemple, avec son caractère doux ou rugueux. Alors ceci n'empêche pas que ces 3 premiers arts que je viens d'indiquer sont aussi liés à des sensibles communs. Les sensibles communs, ce sont des choses sensibles qui peuvent être atteints par plusieurs sens à la fois. Par exemple, la grandeur. Eh bien, la grandeur d'une toile, par exemple, si sur une toile gigantesque de 4 mètres sur 4 mètres, je représente une scène particulière en peinture, c'est pas pareil que si je la représente sur quelque chose de la taille d'un timbre-poste. Il y a aussi le nombre. La figura, ça veut dire ce qu'on peut toucher de l'extérieur et qui a une forme finie. On peut aussi le voir, la figura. Et il y a aussi le mouvement et le repos. Le mouvement et le repos ont un rôle très particulier dans le domaine de la musique. Parce que la musique, elle est mouvement. Et donc, par opposition, quand la musique se calme ou s'arrête pour un temps de silence, elle est repos. Alors que la peinture, par définition, et la sculpture sont toujours dans le repos, puisque ce sont des œuvres fixes. Ce qui caractérise ces 3 premiers arts, c'est donc leur rapport à des sensibles propres. Et puis, il y a 3 autres arts majeurs qui se caractérisent plutôt par le fait que, directement, ils vont s'adresser à l'intelligence, pas seulement au sens. Ils passent toujours par les sens, mais directement, ils apportent un contenu intelligible, ou alors une émotion. Lorsque c'est juste une émotion, c'est le cas de la danse. La danse, c'est le corps humain. Mais le corps humain, il n'est pas simplement là, en général, pour bouger gracieusement. Il peut être accompagné de l'expression d'émotions comme l'amour, la colère, la fuite. Bref, la danse, elle a quelque chose du théâtre. Et justement, le théâtre, lui, il agit aussi en unissant dans une présence sur scène un texte qui est dit, une intrigue dramatique ou comique. Et donc, directement, le théâtre fait appel à l'intelligence de ceux qui comprennent l'histoire qui est rapportée. Et puis, il y a la poésie. La poésie qui se sert des mots humains pour exprimer la beauté. Et donc, puisqu'elle se sert des mots humains, elle ne s'exprime pas par un sensible propre, mais plutôt par les langages qui s'adressent directement à la pensée de l'autre.
Eh bien, je l'arrange avec ces deux autres arts. La danse étant évidemment très proche, comment dirais-je, des trois premiers que j'ai cités, à savoir qu'elle peut être véritablement aussi, parfois, que de la grâce, ne voulant rien signifier. Alors enfin, le septième art que les Grecs avaient mis dans leur liste, c'était l'architecture. Et l'architecture, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle n'est pas seulement un art qui vise à la beauté, elle est un art aussi qui vise à l'utilité. Je veux dire par là que lorsqu'on construit un forum, ou même un temple, ce temple, il doit tenir debout, il doit pouvoir accueillir une foule, il ne doit pas s'écrouler sur la foule. Et donc, dans l'architecture, toute une série d'artisanats vont intervenir. Eh bien, les Grecs rangeaient donc l'architecte qui lui pense les plans généraux de tout ce qui va être construit comme un art majeur, et sous son chapeau, les arts mineurs, qui pouvaient être les divers corps de métier, donc le plâtrier, le marbrier, le sculpteur de pierre, etc. Alors d'où est-ce qu'est venue cette classification classique? Je pense qu'elle est venue du fait que c'était de fait les arts qui touchaient le plus les gens dans les niveaux importants de leur vie, soit du côté de la beauté pure, comme c'est le cas de la peinture, de la sculpture, de la musique, de la danse, soit du côté de l'art dramatique qui exprime quelque chose, donc le théâtre, la poésie, soit du côté des bâtiments magnifiques qui sont construits. Et donc les Grecs, évidemment, dans leur liste, ce sont ceux qui les touchaient les plus à leur époque, qu'ils mirent en avant. L'autre critère, justement, c'était pas seulement cette omniprésence de ces 7 arts, c'était aussi que c'était les arts qui pouvaient le plus provoquer une admiration complète de tout l'homme. Pas seulement l'admiration d'un sens et ça s'arrête là. C'est pourquoi on pourrait se demander pourquoi parmi les arts majeurs, les Grecs n'ont pas rangé la cuisine, qui touche aussi un sensible propre, le goût. Et pourquoi ils n'ont pas rangé le parfumeur, qui touche aussi un sensible propre, à savoir l'odorat. Eh bien, c'est parce que, à leur époque, sans doute, dans ces arts-là qui n'avaient pas été développés comme ils le sont maintenant, avec une finesse extrême, on n'arrivait pas à exprimer aussi pleinement l'être humain. Il est clair que lorsqu'on fait une peinture, qui a un sujet, qui représente quelque chose, l'intelligence aussi, elle est touchée. Et c'est beaucoup plus difficile de faire ça par le goût. Le goût, il peut toucher l'affectivité à cause des souvenirs de l'enfance, mais comment exprimer dans le goût, par exemple, le sens de l'infini ou le caractère dramatique de la vie humaine? C'est beaucoup plus compliqué. Le goût, il restreint son art à la convivialité d'amis qui mangent ensemble et qui se réjouissent ensemble en mangeant. Donc, ça n'a pas été rangé dans les arts majeurs. Idem pour le parfum, qui est très lié au goût et qui permet une grande affectivité. Le parfumeur, on sait maintenant la complexité, le travail qu'il faut pour élaborer un parfum. On sait toutes les notes qu'ils y mettent, toute l'inspiration. Eux, ceux qui pensent les parfums, ils pensent à une femme qui aime, ils pensent à un homme qui est fort, ils pensent à toutes ces choses-là qu'on peut voir dans la poésie. Mais les Grecs, à l'époque, peut-être, n'avaient pas compris cela. Donc cela indique, finalement, que la classification entre art majeur et art mineur, elle pourrait peut-être être repensée. Surtout si on considère les progrès qu'il y a eu. Par exemple, comment se fait-il que le roman qui existait déjà au temps des Grecs, ça existe dès Babylone avec l'épopée de Gilgamesh, et puis les Grecs connaissent bien l'Iliade et l'Odyssée. Ils en sont fort touchés, ils les lisent sans arrêt. Ça les touche sans doute bien plus fort que la poésie. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas rangé le roman parmi les arts majeurs? Peut-être tout simplement parce qu'il est né plus tard et qu'il n'y avait pas beaucoup d'œuvres romantiques. Alors que des pièces de théâtre qui étaient jouées devant des publics, eh bien les Grecs y étaient fort portés et très tôt il y en a eu. Que le théâtre, c'est oral, donc c'est accessible à tout le peuple. Alors que le roman, il implique de savoir lire, donc il n'est accessible qu'à certains.
je pense que de nos jours, si on devait refaire la liste des arts majeurs, je pense qu'on rangerait le roman ou la littérature parmi les arts majeurs. On la rangerait peut-être avec la poésie ou peut-être avec le théâtre lorsqu'on lit une pièce de théâtre, mais on le rangerait dans ces catégories-là, certainement pas comme quelque chose de dépendant, mais quelque chose de particulier, d'unique. De même, à notre époque, je pense qu'on rangerait le cinéma parmi les arts majeurs, et peut-être que l'on rangerait dans la même case que le théâtre. Alors la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que le théâtre, il implique la présence vivante des acteurs sur scène qui chaque jour devant soi rejouent, revivent leurs pièces. Le cinéma, c'est la même chose mais en boîte. Ça veut dire que les acteurs ne sont plus là. Ils ont joué une fois les choses, puis ils ne les rejouent pas. Cependant, avec les moyens du cinéma, donc je parlais du cinéma tout de suite, avec les moyens du cinéma, on peut aller bien plus loin que le théâtre. Quoique les Grecs et les Romains, au niveau du théâtre, ils étaient capables de trucages extraordinaires. À l'heure actuelle, on peut recréer des animaux féroces, on peut recréer des animaux disparus. On peut mettre maintenant, même en 3 dimensions, et peut-être même quelquefois en 4 dimensions, ça veut dire accompagner de parfums qui viennent dans la salle de cinéma, de chaises qui vibrent lorsque l'avion, par exemple, se déplace. Donc, tout ça, avec la bestiole qui sort de l'écran, qui tourne autour de notre tête, comme si elle était présente, parce que le cinéma en relief le permet, eh bien, on peut recréer quasiment la vie elle-même. Donc, je pense que le cinéma est, en tout cas à notre époque, un art majeur. Et si on devait repenser la liste, on mettrait le cinéma certainement comme l'un des grands arts majeurs. Peut-être même le premier, celui qui touche le plus les gens, celui devant qui la plupart des gens passent le plus de temps parce qu'il est adapté. Il est adapté parce qu'il est naturel à l'homme de connaître comme il connaît dans la vie. Dans la vie, on connaît par les 5 sens. Donc la vision a un rôle important, mais l'audition aussi. Et on connaît aussi par les parfums qui émanent, par le goût de la cuisine, par le toucher éventuellement. Eh bien, le cinéma de plus en plus performant n'établit pas seulement les 2 sens fondamentaux, donc l'ouïe et la vue, mais ils établissent parfois d'autres sens. Donc c'est accessible à tout homme. Et c'est tellement accessible d'ailleurs que la lecture est en recul à notre époque. Les enfants vont sur Internet, ils lisent de moins en moins, ils vont au plus facile. C'est quelque chose de dommageable, parce que l'accès au roman, qui lui ne donne pas tout mâché, je dirais, l'image de la scène, mais qui permet à l'imagination elle-même de la construire. On a les personnages et l'imagination fait le travail. Eh bien le roman, parfois, finalement, il atteint à des profondeurs que le cinéma ne peut pas faire parce qu'il mâche trop le travail de l'imagination. L'imagination, elle a le pouvoir de rendre fabuleux tout ce qu'on imagine, d'y mettre une lumière que le cinéma, lorsqu'il rend les choses concrètes, ne peut sans doute pas imiter. L'imagination, elle est dans le virtuel, et donc elle a des potentialités infinies. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que le cinéma remplace définitivement le roman et que la lecture disparaisse. Pour ce qui est de l'architecture, elle reste un des arts majeurs, évidemment, parce qu'elle accueille sous son ombre tous les arts mineurs des artisans. Avec les moyens modernes, l'architecture a été capable de faire des choses dont les anciens rêvaient, des constructions vertigineuses de hauteur. Je suppose que si les artisans du Moyen-Âge avaient pu disposer de l'acier, qui rend une construction légère, beaucoup plus que la pierre, sans doute qu'ils auraient fait des cathédrales dont les flèches se seraient perdues dans les nuages. Peut-être qu'à un moment donné, quand on va trop loin, on sort de quelque chose d'humain et que peut-être qu'il faut se réjouir que les architectes du Moyen-Âge n'aient eu que la pierre pour faire leurs dentelles merveilleuses. Parce que grâce au poids et aux exigences de la pierre, elle garde tout de même une dimension humaine. Alors, quelle est cette distinction entre art majeur et art mineur? Je pense qu'on devrait d'ailleurs changer de terme. On peut garder art majeur,
Mais on ne devrait pas parler d'art mineur, mais plutôt d'art en dépendance d'un art majeur. Par exemple, l'art du vitrail, c'est un art qui certainement est en dépendance de l'art de la peinture. Mosaïque, qui consiste à faire des œuvres picturales avec des petits carreaux de pierre colorés. C'est certainement un art mineur, en ce sens qu'il est dépendant, lui aussi, de la peinture. En utilisant le terme d'art mineur, on a l'impression qu'on rabaisse ces deux arts que je viens d'indiquer, l'art du vitrail, l'art de la mosaïque. Alors qu'en réalité, ce sont, avec leur matière propre, quelque chose de majeur, de grandiose, parce que ça peut parfaitement établir la beauté dans toute sa perfection. Alors la liste des arts dépendants est gigantesque. On peut penser à la marqueterie, au travail sur n'importe quel matériau comme le verre, l'acier, etc. La liste est gigantesque et je dirais que les artistes contemporains, eux qui ont le sens de l'invention à cause des nouveaux matériaux qui arrivent, ils en inventent presque tous les jours. Alors maintenant, est-ce qu'il est possible de classer les arts majeurs avec l'un qui serait supérieur à l'autre? Le propre du philosophe, c'est d'essayer de classer. Le problème d'une classification, c'est qu'elle doit avoir un critère de classification. Alors je dirais que si on classe ces 7 arts du côté de leur capacité à exprimer la beauté dans sa profondeur, sachant que la beauté la plus profonde, c'est celle qui ne touche pas simplement les sens externes de l'homme, mais qui touche aussi son affectivité, ça va déjà plus loin, son imagination, mais voire son intelligence. C'est-à-dire qu'une œuvre, elle n'est pas seulement quelque chose qui éclate en beauté et qui suscite de l'émotion. Si elle peut signifier quelque chose de profond, quelque chose qui concerne par exemple l'homme, c'est encore plus profond. Et alors au sommet, évidemment, lorsque l'art signifie ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, ça veut dire ses désirs d'infini, de sacré, ces questions concernant la sagesse. Là, on tombe, je pense, objectivement dans des œuvres qui peuvent permettre la plus forte expérience contemplative de la beauté. Eh bien, je dirais que si on regarde les 7 arts, sous ce rapport-là, il me semble qu'il est difficile de les classer. Même l'architecture, qu'on aurait plutôt tendance à mettre dans un art très lié à l'utilitaire. Lorsqu'on regarde certaines œuvres qui ont été construites par l'homme, comme justement les cathédrales gothiques, les cathédrales romanes, certains temples dans d'autres religions, eh bien, on ne peut pas nier qu'il y a une magnificence, quelque chose de grandiose qui exprime la grandeur de Dieu. Et donc que par le bâtiment, on est arrivé à exprimer un sommet de beauté. Sans compter que les architectes, eh bien, ils se servent souvent des autres arts pour valoriser le bâtiment qu'ils ont construit. Donc bien sûr la peinture, la sculpture qui va décorer partout, la mosaïque, le vitrail, etc. Mais parfois, ils rendent vivant leur œuvre en y faisant jouer du théâtre, la musique, en y faisant dire de la poésie. Lorsque dans une cathédrale, par exemple, on y rentre et qu'il y a une musique sacrée, très douce, eh bien il est clair que la cathédrale est mise en valeur, alors que si on entend des voix uniquement avec l'écho, parce qu'il y a peu de chaises, les voix des gens qui parlent bas, mais qui se promènent, qui regardent, le caractère sacré peut être perdu. Donc on le voit, l'architecture, elle peut se servir de tout. Pour ce qui est des autres arts, je dirais qu'il est impossible de les classer. Tous peuvent véritablement exprimer la totalité de toute la beauté. Les 3 arts qui s'appellent poésie, théâtre, et peut-être même la danse, en tout cas quand elle est utilisée dans le cadre du théâtre, ils ont tendance à toucher l'intelligence humaine pour exprimer la beauté. Et les 3 arts qui visent les sensibles propres, comme la peinture, la sculpture, la musique, mais je rangerais peut-être la danse parce que finalement, elle touche aussi quelque chose des sensibles propres, par les sensibles communs. Eh bien,
ils l'exprimeront autrement, en passant par la sensibilité de manière beaucoup plus forte, en tout cas pour la danse lorsqu'elle n'est pas accompagnée de théâtre. Et on peut véritablement, à travers ces 4 arts que je viens de citer, tout dire de l'homme. La danse arrive à exprimer le drame, l'amour, la tendresse, et arrive à faire des symboles même avec l'art et le corps humain. Ce que j'appelle symbole, c'est quand, à travers la représentation sensible d'une danse, on comprend une signification dans l'intelligence. Donc je pense qu'il ne vaut mieux pas essayer de classer les arts majeurs et même certains arts dépendants comme la mosaïque qui peuvent permettre de tout exprimer, mais que c'est plutôt en fonction de sa subjectivité qu'on sera plus ou moins touché. Je dirais que ce qui est le plus proche de la sensibilité humaine parmi les arts majeurs, c'est certainement le théâtre et le cinéma, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça touche simplement l'homme tel qu'il vit dans sa nature, au quotidien, en prenant tous ses sens. Les arts qui impliquent le plus de formation de son goût, de préparation, parce qu'ils ne sont pas forcément accessibles immédiatement, c'est peut-être la poésie et la peinture. La poésie parce qu'elle utilise des concepts souvent très intelligents, très intellectuels pour exprimer la beauté, et donc il faut avoir un goût des mots, ce qui ne s'acquiert pas comme cela. Et puis la peinture parce que, à la différence de la sculpture, elle est tout de même en 2 dimensions. Donc, il y a un effort d'abstraction d'une 3e dimension, quelque chose de plus éloigné, en tout cas qu'une sculpture qui serait peinte. L'essentiel dans ces domaines-là, c'est de ne pas trop vouloir classifier. Mais finalement, là intervient le caractère subjectif de la beauté, qui est d'abord donc la rencontre d'un sujet avec une œuvre qui est belle. Et c'est l'émotion de la rencontre qui provoque, en acte, la beauté réalisée. Parce que la beauté n'existe pas en soi s'il n'y a pas un sujet pour la percevoir. C'est véritablement l'étincelle entre l'œuvre et le sujet qui connaît qui permet la découverte de la beauté. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est en rapport aussi à notre enfance, l'éducation qu'on a reçue. Et donc à ce niveau-là, plutôt que de classer, il vaut mieux essayer de se faire bercer et d'éduquer peu à peu son goût pour accéder à des domaines d'art que peut-être on n'aurait pas connus au début. Cela se voit très fortement dans le domaine de la musique. On sait que chacun a des goûts musicaux et que les goûts musicaux sont formés beaucoup dans l'enfance. Il est clair que si on en reste, lorsqu'on est jeune, à la musique qui était à la mode dans son enfance, on atteint une forme d'art mais qui est de l'ordre de l'affectivité. Parce que cette musique nous rappelle les moments heureux, quand j'étais petit, quand j'étais jeune. La formation au goût dans la musique consiste à essayer de découvrir des œuvres qui sont peut-être plus difficiles parce qu'on ne les a pas toujours entendues, comme la musique classique, et elle est extrêmement diverse. Alors évidemment, il ne faut pas forcément se pencher sur une musique complexe, la musique contemporaine qui cherche la note absolue, ou qui veut s'abstraire de la gamme, avec cette vibration qu'a la gamme et qui est mathématiquement harmonieuse. Il faut évidemment commencer par de la musique classique qui touche tous les hommes, la musique classique baroque par exemple. Elle touche tous les hommes parce qu'elle utilise une gamme harmonieuse, des rythmes qui plaisent à tous les hommes, qui peuvent soit faire danser, soit rendre paisible. Et donc elle se répand, cette musique classique occidentale, dans le monde entier. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dur pour ce qui est de la musique classique chinoise, parce qu'elle implique un goût particulier, une sensibilité particulière qui n'est peut-être pas universelle, comme la musique classique occidentale. Alors certains disent que ce n'est pas vrai, que si la musique classique occidentale s'est répandue, c'est parce que l'Occident a conquis le monde. Et donc que le goût, forcément, par les conquérants, s'est établi dans le monde entier. C'est peut-être vrai, mais je n'en suis pas absolument sûr. Voilà, j'arrête là ces considérations, en laissant à chacun le goût de se former aux divers arts. Chacun doit savoir qu'en se formant aux divers arts,
Il façonne sa sensibilité, il l'humanise, il l'affine. Parce que, comme je le dis dans cette deuxième partie, l'art perfectionne l'être humain. Et donc, une personne qui aurait fait l'effort, alors que dans sa jeunesse, elle n'entendait que de la variété, de découvrir la musique classique baroque, elle a affiné sa sensibilité. De même pour un homme qui prendrait le temps de découvrir des parfums de vin, des goûts de vin différents, des terroirs, il affine son goût. Mais on peut le faire aussi, pourquoi pas, sur les goûts du lait. Les laits produits, évidemment, dans la nature, qui ne sont pas bouillis, sinon ils perdent tout leur parfum. On peut le faire sur le goût du chocolat. Le sens du goût et tous les sens s'affinent par ce qui est beau, en rapport avec eux.